Salut à tous, aujourd'hui en vidéo nous allons nous pencher sur le phénomène Charles Barkley, Hall of Famer, ancien MVP et aujourd'hui consultant sur TNT. Si sa vie regorge d'histoires et d'anecdotes croustillantes et sulfureuses, nous avons décidé aujourd'hui d'en sélectionner 5 qui nous semblent à la fois intéressantes et méconnues. Partons donc en exploration vers celui qui alors était surnommé The Roundmound of Rebound. Mais avant de commencer, connaissez-vous l'agence de voyage Tripdouble, l'agence de voyage 100% NBA de Basket Info? En gros, on vous propose des voyages de feu avec formule avion, plus hôtel, plus match NBA, plus fan expérience. Fan expérience, c'est par exemple la possibilité de jouer ou d'aller sur le parquet du Staples Center, du Barclays Center, du United Center ou encore de shooter un lancer franc au Madison Square Garden. Vous pouvez également assister au plus près à l'échauffement des joueurs. On vous emmène ainsi à Los Angeles, San Francisco, New York ou encore Chicago. Les places partent vite, alors ne traînez pas. Le lien est juste en haut de la vidéo si vous êtes intéressé. Il reste notamment des places pour aller à Los Angeles, voir 2 énormes affiches comme le derby entre Clippers et Lakers ou encore pour voir ces mêmes Clippers face aux champions en titre, les Bucks de Giannis. Tout ça c'est du 2 au 7 février et c'est à ne pas manquer car tout spécialement en ce moment on offre moins 30% sur chaque billet. Alors go sur Tripdouble vous faire kiffer. Mais revenons à Barkley et la première chose à savoir c'est que malgré sa bonhomie et ses airs sympathiques, il peut aussi être un personnage sanguin. Si cela s'est vu à plusieurs reprises sur le terrain, notamment face à Shaquille O'Neal dans une embrouille où les mamans ont dû intervenir pour calmer tout le monde, des dérapages ont également eu lieu en dehors et pas des moindres. Pour cette histoire, rendez-vous à Orlando le 26 octobre 1997. Alors que Barkley était un joueur des Rockets, l'intérieur pour la pré-saison était en visite en Floride. Comme c'est souvent le cas, à la suite du match, il eut envie d'aller faire un tour en ville, histoire de découvrir ce que les bars du coin avaient à proposer. C'est ainsi qu'il débarque dans un troquet nommé le Phineas Foggs. À l'intérieur, certains habitués sont déjà bien touchés, parmi eux un homme de chantier d'à peine 1m60 nommé George Lugo. Ce dernier, pour une raison que l'on ignore encore, décide de balancer au visage de Chuck un verre rempli de glace pilée. Ouch, ça doit réveiller. Si Barkley décide d'ignorer la provocation dans un premier temps, il devient de plus en plus compliqué de garder le contrôle lorsque Lugo revient avec un deuxième verre et reproduit son geste à nouveau, cette fois-ci sur un pote de Charles qui l'accompagnait. À ce moment-là, un flic en civil qui traînait au bar intervient, mais il devient impossible de calmer le basketteur qui fait 3 fois le poids de son vis-à-vis du jour. Ce dernier chope alors Lugo, tel un catcheur, et l'envoie hors du bar à travers une fenêtre en verre qui se brise en morceaux. Il a dû le sentir passer. Sans surprise, Chuck se fait immédiatement arrêter et passe plusieurs heures en garde à vue jusqu'à ce que son coéquipier Clyde Drexler ne vienne le chercher, se délestant pour l'occasion de $6 000 de caution. On ne sait pas si Barkley a remboursé son pote, mais en tout cas, il a assumé son geste. C'est le moins que l'on puisse dire. Il faut bien que je me défende dans ce genre de situation. Il n'y a aucun débat possible. Si tu viens me provoquer, je vais te botter le cul. Ce mec m'a lancé des glaçons sur la tronche, alors je l'ai balancé par la fenêtre. Ça, je ne vais pas le nier. Je vais pas me laisser faire, il a eu ce qu'il méritait. Lugo, en étant juste un peu coupé au niveau du bras, s'en sort finalement bien et décide de ne pas porter plainte, et on comprend pourquoi. Niant avoir balancé quoi que ce soit en direction de Barkley, son casier judiciaire en parallèle ne parle pas en sa faveur. Plusieurs fois arrêté pour des histoires de drogue, de violence ou de baston, la victime présumée avait un certain passif. Et le truc c'est que Chuck, lui, de son côté, n'a pas hésité à faire appel à la justice. Durant l'investigation, la police s'aperçoit que ce fameux George Lugo est un immigré mexicain clandestin sans papier. Si Chuck ne s'en est tiré qu'avec une amende de $320 et quelques heures de travaux d'intérêt général, Lugo est lui retourné en prison. Définitivement, au vu de sa situation, il s'en est pris à la mauvaise personne. Mais allez, stop la violence et parlons de jeux vidéo et plus précisément de NBA 2K. Les fans de la série le savent, malgré les présences d'équipes all-time et classiques, Charles Barkley n'apparaît ni aux Suns ni aux Sixers dont il a pourtant marqué l'histoire. En tant que gamer, c'est tellement frustrant de ne pas pouvoir le contrôler, alors pourquoi ce choix? Est-ce juste pour troller? Eh bien non, l'histoire est plus complexe que ça. Pour l'ancien ailier fort, il est inadmissible que la franchise 2K utilise l'image des anciennes légendes pour faire du fric sans aider les anciennes gloires. Parce que oui, lui aurait pu négocier un cachet, mais sa condition va au-delà de ça. Ce qu'il revendique, c'est que l'ensemble des joueurs retraités, et même ceux qui n'apparaissent pas dans 2K, puissent toucher un chèque en échange des droits à l'image de Sir Charles. Je leur ai dit. Si vous voulez utiliser mon image, vous allez devoir donner de l'argent à l'association des anciens joueurs, mais moi, je ne veux pas un centime. J'ai eu de la chance de gagner beaucoup d'argent, mais les gars qui sont passés avant nous n'en ont pas gagné autant. Il y a pas mal d'anciens qui sont en difficulté financièrement et qui ont des soucis physiques, donc je leur ai dit, vous ne pouvez pas utiliser mon image, à moins de donner de l'argent aux joueurs retraités. Ce qui serait juste selon moi, c'est qu'ils donnent 1 million au moins et que cela puisse servir à une bonne cause, pour une assurance maladie ou ce genre de choses.
Dans ce cas-là, je laisserai utiliser mon image sur le champ. La demande a été refusée et à ce jour, il est toujours impossible de jouer avec Barkley sous le maillot des équipes classiques. Notons cependant que suite à un appel de Jay-Z qui a réussi à le convaincre, l'ailier fort apparaît tout de même dans le roster de la légendaire Dream Team de 1992 dans certaines éditions. Il est vrai que ça aurait fait tâche que la sélection US la plus mythique de l'histoire se passe de son meilleur scoreur. Cette histoire montre en tout cas que Charles Barkley est un personnage haut en couleur, mais aussi un personnage au grand cœur qui pense aux autres. L'histoire suivante en est d'ailleurs une nouvelle preuve. En juin 2015, Chuck perd sa mère et aux funérailles, tout au fond, seul un homme asiatique que personne ne connaît est présent. Cet homme, c'est Lin Wang, qui grâce à une suite d'événements imprévus est devenu un ami très proche. Le récit est en fait plutôt cool. À Sacramento, les deux hommes se croisent dans le bar d'un hôtel. Wang reconnaît le basketteur et lui demande une photo. Celui-ci accepte et les deux gars commencent à discuter, autour d'un verre, tout simplement. Mais au bout d'un moment, Barkley, comme c'est souvent son habitude, a un petit creux. Il propose donc à Wang d'aller dîner avec lui. Le repas se prolonge, dure plus de 2 heures et ainsi débute une belle amitié. Les 2 jours suivants, ils continuent à se retrouver au comptoir, à discuter et finissent par échanger leur numéro de téléphone. Le contact est maintenu et régulièrement, lorsque leurs déplacements coïncident, les 2 nouveaux potes se retrouvent à divers endroits des États-Unis. Ils deviennent alors très proches jusqu'à ce que Wang, comme on l'a dit, se déplace au fin fond de l'Alabama en 2015 pour soutenir Chuck qui venait de perdre sa mère. Le souci, c'est qu'à ce moment-là, Wang est atteint d'un cancer et dans un premier temps, il n'ose pas en parler à Barkley, de peur de l'inquiéter et de le déranger. Parallèlement, il rit tous les soirs devant TNT en regardant son pote plaisanter et faire des blagues avec l'équipe de Inside the NBA qu'il avait eu l'occasion de rencontrer quelques mois plus tôt. Plus tard, suite à un match des Warriors, l'équipe préférée de Wang, celui-ci décède tragiquement et évidemment Sir Charles se rend aux funérailles rencontrant pour la première fois la famille de son pote. Il demande alors à prendre le micro et récite un discours très chargé en émotions. Wang est l'une des personnes les plus heureuses et souriantes que j'ai rencontrées. Et je ne dis pas juste ça comme ça, mais parce que je n'ai pas tant d'amis que ça avec qui j'aime passer du temps. Oui, on connaît beaucoup de gens, mais passer du temps avec ses amis, c'est complètement différent. Wang faisait partie de mes amis. Peu avant son décès, Wang s'était confié à sa fille, Shirley, expliquant qu'il avait trouvé beaucoup de similitudes entre son parcours et celui du basketteur. Issu d'une famille pauvre de la campagne de l'Alabama, Barkley a dû bosser dur pour se faire respecter et gagner sa vie. Pour Wang, arrivé depuis la Chine dans les années 90, ce fut la même chose. C'est grâce à son travail acharné qu'il a obtenu le respect. Ce point commun a en tout cas permis aux 2 hommes de tisser des liens très forts suite à une rencontre totalement hasardeuse. Cette histoire, jolie et triste à la fois, méritait d'être évoquée. Ceci dit, les récits d'amitié de Charles Barkley ne sont pas toujours si émouvants et si roses. Le lien qui l'unissait fortement à Michael Jordan, par exemple, a finalement définitivement été rompu. Si durant toute leur carrière, les 2 légendes étaient très proches, que ce soit en tant que coéquipier sous le maillot de la Dream Team ou en tant qu'adversaire lors des finales 1993, les choses ont fini par changer. Ce qui a modifié la donne, les propos de Chuck lorsqu'il était consultant à la télé sur la mauvaise gestion des Bobcats par MJ. Bah ouais, on peut comprendre, même si les 2 compères s'appréciaient beaucoup, l'analyste devait bien faire son boulot, et lorsque la franchise de Charlotte était au fond, il ne pouvait pas dire que tout allait bien non plus. Je l'aime toujours comme mon frère, mais avant tout, je dois faire mon boulot. Je ne peux pas aller à la télé et ne pas être honnête avec les gens. Ils savent quand vous n'êtes pas honnête et hypocrite. Je dois faire mon boulot, c'est aussi simple que ça. Dernièrement, il gère mieux les choses, mais il y a quelques années, quand il se battait pour le pire record de l'histoire de la NBA, Michael ne faisait pas du bon boulot, c'est une évidence. Je l'ai dit, et il l'a pris personnellement. Depuis, Chuck a expliqué plusieurs fois qu'il aimerait que ça s'arrange. Lorsque les 2 hommes se croisent, ils se saluent froidement, par respect, mais rien de plus, et il ne le cache pas, son ancien pote lui manque. Depuis, il a essayé de mettre un peu d'eau dans son vin, en expliquant que ce n'était probablement pas Jordan qui faisait du mauvais taf, mais plutôt les gens qu'il avait choisis pour bosser avec lui. Au vu de son aura, de son charisme, personne n'osait le contredire, et cela a entraîné des erreurs, comme le fait de sélectionner Adam Morrison, avec le choix 3 devant Brandon Roy lors de la draft 2006. Mais jusque-là, cela n'a pas suffi, Jordan attendant probablement des excuses plus directes et probablement plus franches. Ok, pourquoi pas, hein, mais ne nous faisons pas d'illusions, Barkley ne les lui fera pas, estimant avoir eu raison de dire ce qu'il pensait, quel que soit le niveau de susceptibilité de la légende des Bulls. Ambiance. Ça n'arrivera pas, je ne m'excuserai pas. Les gens n'ont plus la peau bien épaisse de nos jours. Nous essayons juste de faire notre job. Qu'est-ce que vous voulez que l'on dise ? C'est frustrant pour les gens parfois, mais c'est le jeu. Pour être honnête avec vous, je ne pense pas que ce que j'ai dit était si méchant que ça. C'est vrai que Michael m'a toujours bien traité, mais notre relation n'est plus la même depuis que j'ai critiqué son business. Cependant, vous me connaissez, je ferai toujours mon travail, il l'a mal pris, tant pis. Longtemps attristé par la perte de son ami, Chuck semble aujourd'hui s'être fait une raison. Bien sûr, il est toujours nostalgique de la relation que les 2 potes entretenaient, néanmoins une page paraît désormais tournée, et aujourd'hui le consultant n'hésite plus à être critique avec le sextuple champion NBA. Il y a peu de temps par exemple, il expliquait à quel point le numéro 23, tout comme Scottie Pippen et Tiger Woods, était quelqu'un d'extrêmement radin, ce qui allait à contre-courant des convictions de Chuck. Il aimerait aussi que la légende ait moins d'ego, moins de susceptibilité, mais c'est comme ça, visiblement quelque chose est désormais cassé malgré une amitié de plus
plus de 20 ans. Plus personne aujourd'hui ne semble optimiste sur une potentielle réconciliation, et si l'on fait le bilan aujourd'hui, de toute façon, MJ ne semble plus pote avec bien grand monde dans la sphère de la Grande Ligue. Mais bref, s'il y a bien un élément avec lequel Chuck ne s'est jamais brouillé, c'est la bouffe. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que bébé Charles est né en surpoids, avec de nombreux problèmes de santé ayant entraîné diverses transfusions sanguines durant ses 6 premières semaines de vie. Cela ne l'a pas empêché de devenir plus tard un bon colosse d'1m96 qui atteignait un poids de forme proche des 115 kg. Cependant, le moins que l'on puisse dire, c'est que sur la balance, il a fait le yo-yo au cours de sa vie. Déjà au lycée, lors de son arrivée, personne ne voulait de lui dans l'équipe 1. Avec des mensurations d'1m78 pour 100 kg, ce gamin, trop gras pour beaucoup de monde, n'impressionnait personne. Mais ça, c'était avant qu'en l'espace d'un an, il ne prenne 15 cm et revienne faire les sélections avec un physique certes toujours costaud mais bien plus élancé. Très vite, il a intégré l'équipe, puis le 5 majeur, et est même devenu la star de son lycée en tournant à 19 points et 18 rebonds de moyenne, tout en permettant à sa team d'atteindre un taux de victoire record pour son histoire. Pourtant, les scouts universitaires n'étaient pas spécialement intéressés, pas convaincus, en tout cas jusqu'aux demi-finales lycéennes de l'état de l'Alabama. Ce jour-là, un recruteur d'Auburn présent dans les tribunes fut épaté par ses 26 points inscrits, et décrivit l'intérieur comme un gamin obèse, mais vif comme le vent. Chuck s'engage ainsi avec Auburn, et avec son jeu sauvage et agressif, il continue son ascension, jusqu'à sérieusement intéresser les franchises NBA, et notamment les 76ers. Le truc, c'est qu'à l'époque de la NCAA, Barkley pesait 136 kg, c'est beaucoup. La franchise de Pennsylvanie voulait qu'il perde du poids, et l'intérieur, pour le plus grand bonheur de l'équipe, repasse sous la barre des 130. Ouf. Mais c'est là qu'intervient le principal souci. Philly n'a que 75 000 $ par an à offrir aux rookies, ce qui est largement en dessous des attentes du principal concerné. Du coup, impossible pour ce dernier d'accepter être drafté par les Sixers. Alors quelle solution trouve-t-il? Celle de se mettre à table pour prendre un maximum de poids et dégoûter définitivement les dirigeants de Philadelphie. Je suis allé dans un Denny's et j'ai pris 2 énormes petits déjeuners. Ensuite, le midi, j'ai mangé 2 énormes sandwichs bien gras. Le soir, avec mes amis, nous sommes allés dans un steakhouse dans lequel j'ai avalé tout ce que j'ai pu. Le matin suivant, j'ai pris de nouveau 2 énormes petits déjeuners de plus, puis enfin, nous sommes allés à Philly rencontrer l'équipe. Je pesais à nouveau 137 kg et je me suis dit que c'était bon, les Sixers n'allaient pas me drafter. Et pourtant, regardez ma tête lorsque Stern a annoncé qu'il me sélectionnait avec ce premier choix. J'étais genre, oh merde. Et oui, Chuck, avec son surpoids total, était juste blasé, ce qui n'augurait rien de bon pour ses débuts dans la Grande Ligue. Heureusement qu'à ce moment-là, la légende Moses Malone l'a pris sous son aile. En fait, quand Barkley s'est retrouvé en difficulté en tant que rookie, Mo n'y est pas allé par 4 chemins. Il lui a directement dit qu'il était trop gros, trop paresseux, et qu'avec un tel surpoids qui l'empêchait de bosser dur, jamais il ne ferait rien en NBA. Ça a été dur pour Charles, mais ça a représenté un déclic, surtout que Malone a accepté de bosser avec lui avant et après les entraînements. Mais en contrepartie, Barkley devait faire l'effort et perdre du poids sur la durée. La stratégie a fonctionné, permettant même à Chuck de devenir Hall of Famer. En parallèle, les liens que les deux hommes ont tissés sont devenus forts, très forts, à tel point que Barkley appelait son coéquipier Papa, lui qui en Alabama avait grandi sans figure paternelle. Du coup, forcément, quand la légende est décédée, Sir Charles connut un choc, et ce fut l'occasion pour lui de se rappeler de quelques bons souvenirs. Moses était comme ça, il vous faisait sourire, il vous faisait rire, il aimait tout le monde. Il aidait tout le monde, il traitait tout le monde super bien, y compris les rookies. C'est un homme incroyable. Nous avons développé une relation en bossant ensemble, et depuis, à chaque fois que je le croisais, je lui disais que je l'aimais en l'appelant papa, et en le serrant dans mes bras pour lui montrer à quel point je respectais et j'appréciais ce qu'il avait fait pour moi. Je suis extrêmement triste de ne plus pouvoir l'appeler papa, ça fait mal. Je suis béni d'avoir noué des liens avec Moses, car toutes les personnes qui l'ont connu sont devenues de meilleures personnes. Depuis, à chaque fois que Barkley évoque Malone, il parle de lui comme la rencontre la plus importante de sa vie de basketteur. Cependant, ne pensez pas que parce que ce lien a eu un impact sur le début de carrière de l'intérieur, ce dernier est ensuite tiré un trait définitif sur la bouffe. Jason Williams, par exemple, lorsqu'il a fréquenté à Philadelphie au début des années 90, expliquait que Chuck était le pire exemple possible pour un rookie. Visiblement, il ne s'entraînait jamais sérieusement, ne soulevait jamais de fonte et emmenait tout le monde dans différentes sorties nocturnes se terminant au petit matin. Mais le pire, c'était sa passion incroyable pour la malbouffe. Lors de mon second jour d'entraînement, nous faisions des allers-retours sur le terrain et Charles Barkley est arrivé avec 5 minutes de retard. Il avait une énorme poche McDo et s'est assis avec elle sur le vélo. Là, il est dos à nous, il fait son truc et je me demande ce qu'il fout. Je m'approche et je vois qu'il sort des œufs, des pancakes, la sauce, le sirop et le beurre. Il enveloppe le tout dans un pancake et rajoute encore un peu plus de sirop. Le beurre dégouline et j'hallucine. Tout en restant sur son vélo et en pédalant, même pas à 1 mile à l'heure, il nous a regardé courir avec du gras qui sortait de sa bouche pendant qu'il nous insultait et nous traitait de fainéants.
Comment voulez-vous gagner des matchs comme ça? Et Charles Barkley, qui n'est pas du genre à se cacher derrière son petit doigt, a directement confirmé que rien de cela n'était faux. Quand il est arrivé en NBA, les anciens, qui jouaient parfois 48 minutes la veille, ne s'entraînaient pas le lendemain, c'était comme ça. Moses Malone, Maurice Cheeks et Julius Erving se retrouvaient alors au practice à chiller sur le vélo, en braillant sur les gamins. C'est ainsi qu'après 7 ou 8 ans dans la ligue, et après avoir fait ses preuves, Barkley a pris exemple sur ses aînés en adoptant cette philosophie. La seule différence, c'est qu'il y a ajouté la présence du McDo, et notamment du Egg and Sausage McMuffin, la Rolls-Royce du petit-déj à ses yeux. Avouons que ça fait la différence. Puis en fait, même si on ne va pas toutes les aborder, les anecdotes de ce genre pullulent. Quelques années plus tard, alors qu'il jouait à Phoenix, l'entraînement se termine, et les joueurs se rendent compte qu'ils sont enfermés dans le vestiaire par erreur. Tout le monde en rigole, sauf quelqu'un, Charles Barkley, qui s'apprête littéralement à démolir cette foutue porte qui se dresse tout droit sur le chemin entre lui et son repas. Heureusement, un membre de la sécurité, ayant entendu Chuck tambouriner sur les murs, arrive pour ouvrir aux joueurs avant que la porte ne parte en lambeaux. Barkley se serait alors précipité hors de la salle pour se remplir de malbouffe au plus vite, laissant alors parler son estomac avant son cerveau. Visiblement, c'est indéniable, quand l'ancien MVP a faim, il ne vaut mieux pas se mettre en travers de sa route. Quoi qu'il en soit, ce que l'on retiendra, c'est que contrairement à Michael Jordan, les burgers et les pancakes ne lui feront jamais la gueule. On comprend donc que la relation dure. Pour aller plus loin encore, on pourrait évoquer pas mal d'anecdotes cool, comme lorsque pour sa dernière année chez les Sixers, il a porté le numéro 32, pourtant retiré en l'honneur de Billy Cunningham. Ceci dit, Sir Charles y tenait. Alors que beaucoup de joueurs étaient apeurés par l'inconnu que représentait la séropositivité de Magic Johnson, Barkley, lui, a voulu le soutenir en arborant son numéro, après avoir fait une demande officielle à son propriétaire des Sixers, qui évidemment a accepté. Tout ça, c'est encore la preuve que l'analyste NBA a un grand cœur, ce qui ne l'empêche pas pour autant d'être accro au pari, lui qui a déjà réussi à perdre plus de 2,5 millions en l'espace de seulement 6 heures à une table de blackjack. Ouais, le mec est définitivement un gambler. Petit fun fact encore, sachez que si Chuck n'a pas obtenu son diplôme à la sortie du lycée, c'est notamment à cause du fait qu'il détestait l'espagnol, et plus encore sa prof en la matière, Miss Gomez. Barkley raconte en tout cas que c'est grâce à son sentiment de revanche envers cette fameuse prof, responsable selon lui de son échec scolaire, qu'il a ensuite bossé dur et pu devenir basketteur pro. Je ne sais pas vous, mais nous, on a envie de la remercier, cette Miss Gomez. Parlons aussi de la fois où Charles est devenu l'égérie d'une marque de nouilles instantanées au Japon, devenant alors rival d'Arnold Schwarzenegger, égérie de la marque concurrente. Ça, c'est plutôt cool. Mais le plus cool, sûrement pour finir, c'est le pseudo que Barkley prend lorsqu'il réserve une chambre d'hôtel, Homer Simpson. Les deux mecs étant chauves tout en ayant un goût prononcé pour la bière et les donuts, on comprend bien la relation. Puis, que ce soit lié ou non, Barkley a même eu droit à une apparition dans la série de Matt Groening, doublant sa propre voix avec pour mission d'entraîner Monsieur Burns au shoot, tout en profitant pour balancer une petite punchline bien sentie droit dans la face du collègue de TNT Shaquille O'Neal. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas sa grande bouche à Barkley, c'est difficile de le nier, il restera un personnage attachant pour toujours dans tous les cœurs des fans NBA. Et si vous voulez savoir pourquoi nous l'avons appelé Chuck tout au long de cette vidéo, nous vous ramenons au travail que l'on a fait récemment sur les surnoms des plus grosses légendes NBA. Avant de partir, pensez à vous abonner à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme afin d'obtenir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent juste sous vos yeux.